Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel interview. J'ai vu que vous aviez apprécié ce genre de format sur la chaîne et aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré, d'être accompagné de Thomas Meunier, son vrai nom, que vous connaissez très certainement si vous me suivez sur les réseaux sociaux, puisque nous avons vécu ensemble. Il a aussi largement participé dans Livestream Trader. Salut Thomas. Salut à tous, C'est bonjour. bizarre de t'appeler Thomas, je t'avoue. Ouais, mais c'est pas l'habitude. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors, écoute, pour présenter rapidement, donc moi je suis Thomas, alias TomTom dans la communauté pour ceux qui me connaissent. J'ai 41 ans, entrepreneur depuis longtemps. J'ai monté ma première société à 18 ans. L'année prochaine, ça fera 20 ans que j'ai commencé sur les marchés financiers. J'ai ouvert ma première opération qui était Google à l'époque. 20 ans de trading. 20 ans de trading, ouais. Que tu as toujours dans ton portefeuille Google ? Non, j'ai vendu. Non, je suis tombé vraiment. C'est une anecdote. À la base, j'étais pas du tout dans la finance. J'étais dans le droit. Je préparais un master sur les paradis fiscaux. Voilà, c'était mon truc. Et de fil en aiguille, dans les paradis fiscaux, il y a beaucoup de hedge funds. Donc, je suis tombé un petit peu dedans. J'ai regardé par curiosité. Et à un moment donné, je suis tombé sur quelqu'un qui parlait de l'action Google, que le moteur de recherche, moi, j'utilisais très régulièrement. Moi, j'étais sur l'ICOS. Voilà, mais moi, Google, j'aime bien la simplicité. Tu avais juste un petit encart, tu tapais, alors qu'il y avait MSN, Lycos qui était de partout, c'était un peu embêtant. Beaucoup de pop-up, machin. Ouais, Google, c'était hyper simple. Et du coup, il fallait s'introduire en bourse. Et les analystes à l'époque disaient tous l'action, c'est minimum 120, 130, 140 dollars. Et l'action commençait à 75 ou 80 dollars, je ne me rappelle plus. Je me suis dit, tiens, c'est de l'argent facile. On va acheter à 80, on va revendre à 120. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, puis ça s'est très bien passé. Et puis après, depuis, je me suis intéressé au trading, au marché financier, puis c'est devenu une passion. Aujourd'hui, tu es plus dans une approche de scalping, donc il y a eu une énorme évolution. Tu es scalper plutôt sur le Nasdaq. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui sur les marchés ? Aujourd'hui, alors moi, pour le parcours sur les marchés, au début, j'ai commencé par les actions. Après, je suis passé un petit peu sur le forex. Après, j'ai fait beaucoup de private equity. Donc, j'ai investi directement mon capital dans les sociétés où je participais moi en tant que, investisseur actif, où j'avais un rôle dans le board et donc ça m'a pris beaucoup. Enfin, je me suis consacré à ça pendant pas mal de temps. Et après, j'ai basculé sur le scalping parce que j'aime bien les choses qui bougent vite. Bon, voilà, on rentre, ça dure 10 secondes, 15 secondes, 3 secondes. Parce que tu fais de l'ultra scalping. Ouais. Moi, je l'ai vu trader à côté de moi pendant 1 an quand on a vécu ensemble à Dubaï. On en reparlera juste après. Toi, je fais quelques points, bam, je sors. Alors, c'est moins une approche que moi j'aime et que je fais. Mais justement, qu'est-ce qui te plaît là-dedans à part le fait que ça aille vite ? C'est le côté, tu sais, moi je viens des jeux vidéo aussi à la base, on a joué beaucoup ensemble, et c'est le côté très, très impulsif, le côté ça passe, on a la réponse tout de suite. J'aime bien le côté immédiat, j'aime bien quand ça bouge. Moi je trade 1 à 2 heures par jour maximum, donc j'aime bien qu'il se passe des choses, et donc c'est ça qui me plaît vraiment le scalping, c'est le côté, tu as la réponse, aussi intransigeant, ce qui est aussi simple qui me plaît, c'est-à-dire que tu vois, soit tu rentres vraiment comme il faut, soit tu te fais démonter à chaque fois, et ce côté très intransigeant, moi j'aime bien. Ah, justement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, il y a beaucoup de personnes qui démarrent par le scalping pour les mauvaises raisons, parce que justement, ils veulent gagner vite et tout de suite. Et c'est l'une des disciplines qui demande le plus de sérieux, le scalping. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est un peu, si on compare la Formule 1 un petit peu du trading, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui veut s'y mettre ? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à travailler pour, on va dire, avoir du succès sur cette discipline de trading ? Comment tu vois les choses ? Le scalping, la Formule 1, j'aime beaucoup l'analogie parce que c'est exactement ça. Le scalping, c'est juste les mêmes choses que tu peux faire en day trading, parce que tu as les mêmes configurations, c'est juste le laps de temps qui est beaucoup plus rapide. Là où, par exemple, pendant les séances de l'après-midi, tu as peut-être 1 minute pour décider ce que je rentre, à quel niveau je rentre, où je mets mon stop. Moi qui vais regarder des graphiques 15 minutes, 5 minutes, effectivement, j'ai le temps de prendre ma décision, j'ai encore un peu de marge. C'est ça que tu veux dire ? C'est exactement ça. Le scalping, c'est... Moi, dans mon team day trading, j'ai en moyenne moins d'une demi-seconde pour prendre la décision. J'y vais ou j'y vais pas. Parce qu'après, le cours me bouge et ça peut faire que mon stop se décale. Du coup, les ratios sont plus bons, etc. Donc après, le plus compliqué, c'est déjà de ne pas commencer par le scalping. Pour moi, le meilleur conseil, c'est déjà ça. Parce qu'on pense que comme on n'est pas longtemps sur les marchés, ça va être beaucoup plus facile pour tenir une position. Ce qui est vrai, quand ça dure 10 secondes, le cerveau n'a pas le temps de comprendre que le TP est déjà atteint. Maintenant, le processus de décision, il est beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut connaître par cœur ses figures, savoir lire, anticiper un actif, d'être très robotique. Pas hésiter quand il y a ton setup. Donc, c'est-à-dire que d'être dans des conditions psychologiques qui sont extrêmement bonnes à chaque fois qu'on va sur le marché. Dès qu'on est un peu fatigué, moi je vois, dès que j'étais l'année dernière, tu le sais, j'ai eu beaucoup de choses à faire dans mes sociétés, j'étais un peu plus fatigué, tout de suite, les résultats sont moins bons. Et là, le marché, il est intransigeant et puis ils sont fous réellement que tu n'aies pas dormi, que tu es sorti la veille, que tu es énervé, que tu es triste. Ce qui est rarement notre cas d'ailleurs.
Non, on sort absolument sort jamais pas. du tout. Non. On est resté très sage pendant cette année, quasiment, on s'est peut-être accordé une fête. Oh, une encore, c'est vraiment parce qu'on était vraiment obligé, parce qu'il y avait un anniversaire d'un des membres. Donc c'est un peu du sport de haut niveau, quoi, en fait. Ouais. Hein. C'est ce que j'aime bien dire d'ailleurs sur les réseaux. On dit beaucoup, voilà, c'est de la psychologie, c'est aussi évidemment de la technique, le trading. Mais plus on est sur une unité de temps courte, plus c'est exigeant et plus ça ressemble à un sport de haut niveau, comme peut l'être les jeux vidéo. On fait petite parenthèse, on va vous raconter une anecdote. Je crois qu'on l'a jamais racontée. Si on est à Dubaï aujourd'hui, si on peut faire cette interview, c'est grâce à CSGO. Tout à fait. C'est grâce à CSGO parce que il est arrivé un moment, moi je raconte ma vie, il n'y a pas de souci, où j'étais en relation pendant longtemps en Andorre avec quelqu'un, je me suis séparé, voilà, c'était un peu dur, j'ai passé un an un peu, pas très bien dans ma tête, on va dire. Heureusement d'ailleurs que j'avais le trading et ma communauté, et d'ailleurs je vous en remercie, de m'avoir permis de garder le moral, entre guillemets, mais il fallait quelque chose, et à ce moment-là, je me suis mis dans CSGO, un peu tard peut-être pour démarrer tout ça, mais on s'y est mis à fond, on jouait des 3-4 heures par jour. Un jour, on a décidé d'aller voir les majors. Donc, c'était à Stockholm, si je me souviens bien. Parce qu'il s'avère qu'en Andorre, il y a beaucoup de joueurs de CSGO professionnels. Kenny S, par exemple, que j'ai pu rencontrer. Des joueurs aussi de Vitality, etc. De G2, bref, pour ceux qui connaissent. Et du coup, on s'est dit, et si on allait au major voir ça à Stockholm? On a été à Stockholm avec TomTom. Et en revenant de Stockholm, on s'est dit, on va s'arrêter quelques jours à Dubaï, se faire un petit kiff. Et finalement, on n'est jamais reparti. Ouais, on devait passer 3 jours rapidement, histoire de faire un petit break. On est resté 3 semaines. Et je suis resté 3 ans. Et après, on est resté. C'était en décembre exactement. Après, on devait rentrer pour les fêtes de fin d'année. Et on s'est dit, en janvier, il faut qu'on y retourne. Et en janvier, on a fait même un séminaire, on peut le dire. Ouais. Et après le séminaire, directement après, on a loué l'appart. Donc c'est grâce aux jeux vidéo, on a joué beaucoup à Fortnite, on a joué beaucoup à CSGO, on a joué même à plein d'autres choses. En parlant de Dubaï, on en parlait dans la voiture en venant ici, il y a plein d'a priori sur Dubaï. Toi, tu connais bien, parce que tu es venu déjà la première fois, ça devait être il y a en des 2000, années. En 2000, moi je suis venu la première fois, j'ai du mal avec les dates à chaque fois, mais c'était quand la Palme s'est construite. Ok, qu'est-ce que tu peux dire sur Dubaï? Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur cette magnifique mégalopole? Dubaï, c'est une ville qui est extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de préjugés parce que c'est dû au marketing de la ville qui prône le très haut de gamme, le luxe, un petit peu le bling-bling. Donc c'est un marketing comme le Paris peut prôner plutôt le côté historique. Mhm. Donc il y a beaucoup d'a priori par rapport à la ville. Maintenant, c'est une ville où déjà il y a beaucoup d'opportunités business, ça il faut le dire, où tout est possible dans le sens où on peut arriver avec rien et faire des choses qui sont magnifiques très rapidement. Par exemple, ce qui est, moi j'ai une bêtise, on parle de la restauration, parce que c'est un milieu qui est assez simple. En France, tu vas mettre 10 ans pour monter quelque chose. Ici, en 2 ans, tu peux avoir le même poste. Donc il y a beaucoup d'opportunités par rapport à ça. C'est multiculturel, moi j'adore ça. On peut rencontrer des personnes de toute nationalité. Comme tout le monde est expat, c'est très facile de faire du contact. Les gens ne sont pas farouches. On peut facilement... Tu arrives, tu vas à quelqu'un dans la rue... Comme c'est une ville qui est extrêmement safe, personne ne se méfie, donc personne n'est sur la défensive. Comparé, moi je vis à Paris aussi en même temps, où on est plus sur la méfiance, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne, pourquoi elle me parle, est-ce qu'elle est mal intentionnée ou pas. Là, on voit que les personnes sont plutôt très relax, on peut laisser les téléphones sur les tables, ça c'est pas un mythe. Oui, et puis tu peux aborder un peu n'importe qui, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Moi, ça m'a même surpris, qui est plutôt connu des villes comme Andorre, des pays comme Andorre un peu plus fermés. Où voilà, t'as ton voisin de table au restaurant, il va t'aborder, on va parler de tout, et c'est quand même assez particulier, et le vivre ensemble, il est possible. Concernant la dynamique de Dubaï, moi je sens une énergie, tu dis tout est possible, effectivement. Alors, il y a deux visions. Il y a celui qui va être un peu jaloux de voir une voiture qui pourrait pas peut-être jamais s'acheter, et il y a celui au contraire que ça va motiver. Moi je suis plutôt dans cette catégorie-là, et effectivement j'ai cette énergie que je sens. Est-ce que tu la ressens toi à Dubaï? On est vraiment, ouais. Pourquoi c'est une ville qui m'a fait revenir? La première fois que je suis venu, il n'y avait que du sable. Vraiment que du sable. La marina, il n'y avait que du sable. Et j'étais un ami à moi qui est dans l'immobilier, qui m'a dit, écoute Tom, viens, j'ai un super plan pour toi. On va investir dans des villas sur la Palme. Moi, je vois un truc à Palme dans un pays, on va dire, à l'époque, plutôt... Moins développé qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, avec toutes les choses qui vont autour de ça. Ça, c'était il y a 10-15 ans, quoi. Même plus, non, c'était en 2008, 7, 6, dans ces eaux-là. Donc c'était il y a quasiment 20 ans, pas 20 ans, mais une quinzaine d'années. Et il m'a dit, ouais, tu verras, sur la Palme, on va pousser des villas. Et là, tu arrives, il y a un banc de sable, il n'y a rien, il y a un immeuble qui se pointe, ils t'expliquent leur projet, et tu dis, non, mais moi, j'ai investi mon argent là, jamais je pourrais le ressortir, c'est mort, quoi. Et en fin de compte, on voit que les Émirats, aujourd'hui, sont gérés comme une société.
Donc ils investissent énormément, ils sont extrêmement dynamiques, ils prennent beaucoup de risques, contrairement à ce qu'on peut penser. Et on le ressent dans la ville. On ressent quand on pose le pied dessus, on voit que les personnes sont là pour évoluer, sont là pour changer de vie. Même au petit niveau, on prend le petit worker indien. Quand il vient à Dubaï, il est là pour changer de vie. Il est là pour permettre à sa famille, à son niveau, de pouvoir envoyer ses enfants à l'université, d'avoir beaucoup de choses. Nous, on va en tant qu'entrepreneur pour monter d'un niveau. Tout le monde vient pour se développer. Et ce qu'il faut voir à Dubaï, c'est que et aussi, il y a le côté très bling-bling, parce qu'on peut le faire. Tu peux faire l'américain, aller dans toutes les soirées, et puis acheter les 50 Rolex au poignet et rouler. Mais tu as aussi un autre Dubaï qui est plus traditionnel, qui est plus, on va dire, qui nous correspond plus à nous. Ouais. On vit tranquillement, on est en short, t-shirt toute l'année, à la cool. Donc, moi, j'encourage les gens à venir faire leur propre opinion de la ville. Par contre, c'est vrai que si tu aimes les villes très historiques, avec des grandes forêts, tu viens pas à Dubaï dans une ville désertique qui a 20 ans d'existence. C'est sûr, voilà. La plupart des gens qui m'ont dit à Dubaï, j'aime pas, etc., c'est des gens qui sont pas venus. Et au contraire, des gens peut-être un peu réticents au départ parce que l'image, réseaux sociaux, influenceurs, bling bling, etc., sont venus là. Moi, j'habite à la Marina, par exemple, si vous me suivez, vous le savez. Ils veulent rester. C'est rare d'avoir eu quelqu'un qui est venu en me disant j'aime pas, très franchement. C'est une ville qui est très clivante. C'est soit tu adhères au concept ou tu adhères pas. T'as pas de juste milieu. Dans tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, que j'ai pu rencontrer qui ont visité la ville, c'est soit ils adorent ou soit ils détestent. C'est ce que vous voulez. Un peu comme moi. Je sais que je suis un peu clivant sur YouTube. Soit vous m'adorez, soit vous me détestez. Moi, je te déteste, mais... Soit tu me détestes, mais tu fais cet effort de dire non. Au-delà de ça, pour revenir un peu au trading, tu as eu l'occasion de m'accompagner dans les lives, de suivre du coup un petit peu mon évolution et l'évolution de la communauté, de ce que j'ai monté il y a maintenant presque 10 ans. Plus de 10 ans, non ? Quel regard tu as un petit peu sur ça ? Oh là, l'évolution. Moi, je t'ai connu au tout début. Donc, au début de l'analyste. Donc, ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Plus de 10 ans, ouais. Plus de 10 ans. J'avais créé ça en parallèle. J'étais encore chez Waldata. Et d'ailleurs, je remercie l'équipe de Waldata, Madame Walker, qui m'a laissé faire ça en parallèle de mon poste chez Waldata. Et effectivement, au début, ça s'appelait l'analyste. Donc, après, il y a eu plein d'aventures. L'évolution, elle est ultra positive. Parce qu'on va pas dire le contraire en étant totalement objectif. C'est parce que tu as un pote que je vais faire de la lèche, ce qu'on appelle. Mais on a vu l'école qui se développe énormément. Il y a beaucoup de services qui sont à l'intérieur. Il y a énormément de sérieux. Parce que mine de rien, ça fait quand même 10 ans qu'il y a des lives tous les jours. Il y a très peu de journées où il n'y a pas de live. Il peut arriver que mon chien mange ma box, mais c'est très rare. C'est très rare. Ou des pannes d'écran. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Il y a des lives quasi tous les jours. C'est très rare quand il n'y a pas de live. C'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Après, il y a un accompagnement, il y a un investissement qui est mine de rien, qui est hyper élevé. Contrairement à beaucoup d'autres qui font ça en dilettante, il y a un vrai investissement derrière. L'évolution, même la communauté a changé aussi. Maintenant, de plus en plus, les personnes sont... Je dirais pas de qualité, parce qu'avant c'était vrai, mais on sent qu'il y a une énergie qui est vraiment extrêmement positive, avec beaucoup de sérieux. Il n'y a pas de vendeur de rêve. Ça, c'est un côté qui est quand même, je dirais, le plus important pour moi, qui est plus sur le côté où tu proposes des choses qui sont vraies. Il n'y a pas de langue de bois, tu vas arriver sur le marché, tu n'as jamais fait de trading de ta vie, en 3 mois, tu es rentable, en 6 mois, tu t'achètes une Ferrari. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui fait partie, pour moi en tout cas, des critères qui fait pourquoi j'étais aussi, on va dire, coach aussi avec toi. C'est sur ce côté vraiment où... Ça, c'est quelque chose qui te correspond, ouais. Je sais comment tu penses. Et c'est vrai que ça peut me desservir. On va pas faire de langue de bois dans cette vidéo. Quand on vend des formations, quand on vend du coaching, c'est un business. Et je connais personne qui fait ça pour perdre des sous. Donc, et je le fais aussi pour gagner de l'argent. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'entendre. C'est facile, ça va vite. Prends ton téléphone, tu vas faire ça d'une piscine. Tranquillement, les pieds dans l'eau, tu vas pouvoir t'acheter ta Lambo avec le trading la semaine prochaine. Moi, je suis plutôt au contraire dans une approche, c'est possible, mais il va falloir travailler. Et ça peut un peu me desservir, entre guillemets, parce que c'est moins évident, entre guillemets, de vendre des accès à ton école si tu dis aux gens, faut travailler plutôt que ça va être facile. Mais oui, je suis dans ce discours-là parce que c'est la réalité des choses. Et on trade en direct tous les jours, on fait les choses réellement avec notre propre argent, quotidiennement, devant vous, pour que vous puissiez voir, d'abord comprendre et apprendre par mimétisme. Et voilà, de toute façon, je ne pourrais pas dire je fais 15% par semaine, si au final j'en fais 1 ou 2. Donc je ne peux pas exagérer. Après, le pourcentage, c'est une question qu'on me pose souvent quand je discute avec cet homme. Tu fais combien de pourcents par an ? Du coup, c'est une question qui est très récurrente. Et j'aime pas répondre à cette question-là parce qu'en fait, elle n'a pas de sens. Moi, sur mon compte de scalping, je fais du 200-300% par mois. Tout le monde va dire, c'est impossible.
forcément, parce que je mets une toute petite somme dessus, parce que j'ai pas besoin d'avoir une grosse marge énorme pour pouvoir trader. Ça représente une toute petite partie de mon capital. Donc c'est sûr que si on compare juste le compte en Le lui-même, dépôt VS les gains, voilà, c'est tu énorme. te dis, ah ben non, t'as 5 000, tu fais 10 000 par mois, tu fais 200% tous les mois. Donc oui, d'accord, mais ces 5 000 représentent une petite partie de mon capital. Donc si je fais l'ensemble de mon capital, forcément, les perfs ne sont pas de Voilà, 200% par mois. Ce qui veut dire, pour ceux qui n'ont pas encore tout compris là-dedans, c'est que quelqu'un qui a 100 000 euros, par exemple, pour faire du trading, il ne va pas poser 100 000 euros chez le broker. Il va poser la marge nécessaire pour trader comme s'il avait ses 100 000 euros, entre guillemets, ce qu'il accepte de perdre, hein, pour faire simple. Et forcément, proportionnellement à cette marge, le pourcentage est énorme, mais proportionnellement au capital, ça reste une perf, on va dire, plus logique, plus normale. Mais tu es aussi sur les propres firmes. Je suis aussi sur les propres firmes. Moi. Voilà, tu connaissais même les propres firmes avant moi. Oui, c'est moi qui en ai parlé. C'est un peu toi qui nous a parlé de tout ça. Quel regard tu portes sur les propres firmes? Alors, les propres firmes, c'est un bon effet de levier pour les traders. Après, souvent, les personnes mettent beaucoup d'espoir dans les propres firmes en disant, bon, voilà, je vais avoir un compte à 200 000, donc avec 200 000, je vais faire X, et puis derrière... Donc, c'est un peu ça qui est un petit peu dérangeant. C'est le marketing qui est autour. Marketing qui est autour. Après, voilà, c'est le business. Le business is business. Hein. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y en a qui gagnent, ça veut dire que d'autres perdent, parce que le monde de la finance, c'est un jeu à somme nulle. Hein. Donc, à un moment donné, il y a des transferts d'argent de part et d'autre. Mais c'est vrai que les propres firmes, pour des personnes qui, on va dire, ont une discipline, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, parce que ça peut permettre, en étant pro dans son approche, d'avoir un effet de levier sur son capital, dire moi je suis un peu short stack, grâce aux propres firmes, je vais pouvoir faire des effets de levier et du coup augmenter mes gains sans forcément changer quoi que ce soit. Après, il ne faut pas non plus mettre trop d'espoir dans les propres firmes, parce que dans tous les cas, propre firme ou pas propre firme, on reste dans une gestion de capital. Donc si tu ne sais pas gérer ton capital, on peut même te donner 50 millions, tu vas les brûler comme ça. C'est clair. Et ce qui est vrai que la chose que aussi je voulais revenir, ce qui est vraiment positif aujourd'hui, c'est d'avoir des écoles comme la tienne. Parce que moi, quand j'ai commencé, ça fait vieux quand je dis ça. En noir et blanc. En noir et blanc, il y avait encore les téléphones. Il n'y avait pas l'informatique. Mais non, quand on a discuté avec un de mes amis qui est plus vieux que moi encore, qui est sur les marchés, et c'est qu'aujourd'hui, on a accès à énormément de connaissances facilement. Aujourd'hui, bah voilà, pour compléter, on va sur ta page, on s'inscrit, on paye, et on a accès à quelqu'un qui a plus de 10 ans d'expérience, qui trade vraiment, parce que là aussi, sur tout ce qu'on voit, certains formateurs aujourd'hui qui s'expriment experts alors que ça fait 2 ans qu'ils sont sur les marchés, pour moi, ça me fait toujours un peu mal. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'on a accès à la connaissance, alors que moi, à l'époque, les premiers livres de trading que j'ai achetés, je les ai importés des États-Unis. C'était en anglais. Je jouais avec mon propre capital. Donc, j'ai créé un nombre de comptes incalculable. C'était une autre configuration, effectivement. Ah ouais, et ce qui est assez étonnant, j'en ai parlé la dernière fois, c'est qu'il y a 10 ans, le taux de perdants vs les gagnants sur les marchés, c'était, on va dire, 90-10, voire 95-5. Et aujourd'hui, avec tout le contenu qui existe, parce qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube, rien que moi, sur ma chaîne, je vous partage déjà beaucoup de choses, le taux de succès, il est identique. Ouais. Donc, finalement, on se rend compte que ce qui ne va pas, c'est pas la technique, c'est plutôt la psychologie, c'est plutôt la discipline. Et bah, c'est quelque chose qui prend du temps. Et tu fais bien de parler de prudence, parce que même si c'est possible, bah, il faut se laisser le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre en mode grâce aux propres firmes, j'ai 200 000, du coup, j'arrête mon job, je me mets à fond là-dedans, et puis 200 000, il a dit 1% par semaine, donc 4% par mois, ça fait 8 000, bah, c'est bon, je peux en vivre, hein, puisque mon salaire est inférieur à ça. Bah, il ne va pas être forcément dans la bonne approche, puisqu'il va avoir énormément de pression, énormément de stress, et finalement, il ne sait pas trader. Donc, vaut mieux se concentrer. Moi, mon conseil, c'est concentrez-vous sur un petit compte, apprenez à faire, apprenez à reproduire, apprenez à vous maîtriser, vous contrôler. Et si vous savez faire sur 500 €, vous montez en puissance tout doucement. Après, pourquoi pas un petit compte propre firme à 10 000, et puis pourquoi pas un 100 000, et puis pourquoi pas une accumulation de capital. Effectivement, ce n'est pas une baguette magique, mais ça reste quand même un très bel effet de levier. Moi, par exemple, je peux poser 500 000 € sur Interactive Broker et trader en capital propre. Maintenant, ce qui me plaît avec les propres firmes, c'est le fait que le risque, il est quasi nul. Parce que oui, tu peux mettre quelques coups de carte pour passer ton challenge. C'est pas sûr que tu l'aies du premier coup. Moi-même, j'en ai raté plein. Hein. Je vous mens pas. Hein. Je n'ai pas tout réussi du premier coup. Hein. MyForexFund, j'ai dû faire 2 fois. Search Trader, je ne l'ai pas réussi. Voilà, je ne suis pas magicien. Mais le risque est quand même limité. Parce que c'est le coût du challenge. Et encore, la plupart des propres firmes te remboursent. Ma préférée, c'est Top Step.
Topstep, le 150 000, il est à $150 par mois. Même si tu fais quelques coups de carte, quelques resets, on va dire que ça va te coûter peut-être 2 000, 3 000 d'avoir cette somme-là. Là, en 2-3 mois, j'ai fait pratiquement $30 000 de retrait. Donc, c'est quand même incroyable. Maintenant, encore une fois, prudence. Il faut apprendre à faire et ensuite se mettre aux propres firmes. Et pas vouloir tout de suite le gros compte et tout de suite les gros retraits, parce que ça va être plus difficile. C'est un peu ça. Il faut jamais oublier que même si on peut faire des très très beaux résultats, on en est quand même la preuve. Hein. Après 20 ans sur les marchés, on fait partie en tout cas des gens qui sont dans les 3 à 5% des meilleurs. En étant humble et c'est pas le but non, de mais dire. On dit qu'on est expert dans un domaine après 10 000 heures. C'est ça. À peu près, le repère. Donc 10 000 heures, si vous faites 10 heures de trading par jour, ça fait 1000 jours. Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Mais personne ne fait 10 heures de trading par jour. Du vrai trading en prise de position, c'est 2-3 heures par jour. Donc tu peux encore multiplier par 3. Donc c'est 6, 7, 8 ans avant de commencer à se dire expert. Donc c'est vrai que sans nous lancer des fleurs, toi tu es là depuis 20 ans, moi je suis là depuis 10 ans. Évidemment qu'il y a 10 ans, je n'avais pas du tout le même niveau qu'aujourd'hui. Et même si on regarde il y a 3 ans, je n'avais pas non plus le même niveau qu'aujourd'hui. Mais oui, on peut le dire fièrement. Ça peut paraître prétentieux, mais on fait partie de ce quelques pourcentage de personnes qui sont parmi les meilleurs traders indépendants. C'est des maths, hein. De toute façon, on prend n'importe quelle discipline. Tu sais, j'ai eu plusieurs sociétés dans plein de domaines, et c'est toujours les mêmes ratios qu'importe les domaines. On prend la musique, parce que voilà, par exemple, la musique, bonjour, c'est Johnny. On connaît assez bien. C'est les chiffres, c'est depuis. Moi, musique Johnny. Musique Johnny, Claude François. Alors, je vais le faire pour les followers, ils adorent ça. J'ai fait Tours, j'ai fait Nantes, j'ai fait Tours Nantes. Tu peux reprendre. Ouais. Et donc, du coup, je sais plus ce que pour la musique, depuis des années, hein, c'est pas depuis récemment, c'est depuis même avec l'arrivée du digital, etc. C'est toujours 20% des artistes qui génèrent 80% des revenus. Comme OnlyFans, par exemple. Comme OnlyFans. J'aurais pu prendre ce parallèle. OnlyFans, c'est la même chose. On peut prendre OnlyFans, c'est la même chose. On peut prendre le poker, c'est la même chose. C'est 10% ou 7% qui raflent quasiment 90% des revenus. On peut prendre les sportifs. Football, tu regardes les sportifs français qui gagnent énormément. Il doit en avoir 50 en France. Il y a 3,6 millions de licenciés. Tu fais le ratio. Le trading, c'est exactement la même chose. Tu disais par rapport à l'historique, depuis 30 ou 40 ans, les chiffres qui sont publiés à AMF pour la France ne changent pas. Il y a 80% de personnes qui perdent de l'argent. Et sur les 20% restants, il y en a 15% qui font moins de 30 ou 35 000 euros par an, avant impôt. Donc ça met déjà tout de suite l'ambiance. Et sur les propres firmes, c'était les chiffres MFF. Ah, c'est horrible. C'est les chiffres MFF de 2023. C'est, je crois, 2% des personnes réussissent un challenge. Il y a 0,28. 2% des personnes réussissent un challenge. Et en termes de retrait, il y a 0,26%. Et c'est moins de 2 000 $. Qui font un retrait qui est en moyenne entre 2 et 3 000 $. Donc ça donne déjà des chiffres. Donc, encore une fois, moi je le dis, c'est possible, mais il va falloir vous impliquer là-dedans, il va falloir vous y mettre à fond, il va falloir se laisser le temps d'acquérir les compétences, et c'est ce que je vous propose dans live stream. Quand vous arrivez, vous avez tout de suite, vous êtes mis dans l'ambiance, vous avez le chemin à suivre, étape par étape, compétence par compétence, et comment les travailler. Étudier un graphique, tenir une position, établir un plan, savoir ne pas craquer et reprendre un autre trade un peu revenge, etc. Mais j'ai envie de revenir un peu sur ce qu'on vient de dire, parce que là, on a vu que c'était un podcast un peu plus cool, un peu détente. On a parlé d'OnlyFans. Je vois ça partout. Sur les réseaux sociaux, il y a même des gars qui vous proposent de vous coacher pour devenir vous-même coach OnlyFans, etc. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Sur OnlyFans ? Oui. Sur le business d'OnlyFans ? Sur le business d'OnlyFans. De manière générale ou sur Non, sans langue de bois. Qu'est-ce que tu penses des filles qui font OnlyFans ? Elles ont raison. Et qu'est-ce que tu penses du business OnlyFans ? Business OnlyFans, tu sais mon parcours par mais rapport justement, à justement. C'est ça qui va. Moins de 18, les amis, à partir de maintenant. Là, on parle. Donc, pourquoi il me pose la question ? Parce que la première société que j'ai montée quand j'avais 18 ans, c'était une société dans le contenu pour adultes. Voilà, c'était un Netflix pour adultes. On me proposait des vidéos à télécharger à l'époque en illimité, ce qui n'existait pas à l'époque. On faisait partie des premiers sites à le faire. Donc, c'est un business autour on va dire, du contenu pour adultes. Et aujourd'hui,
c'est un business qui a évolué. Les nanas qui vont sur OnlyFans et qui aujourd'hui, certaines font des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par mois de revenus, moi je dis qu'elles ont totalement raison. Parce que il faut toujours être simple. Si derrière, au point de vue éthique, après, on vit avec soi-même, après, on peut juger ou pas. Dès l'instant, on est bien, puis que ça pose pas de problème. C'est un business qui est extrêmement rentable. Voilà, on a des amis qu'on connaît. Elles postent une photo ou deux par jour et derrière prennent 50, 60, 100 000 euros par mois. Bah, tant mieux pour elles. Il faut le faire. Ouais, alors, il y a une différence entre le business OnlyFans et forcer quelqu'un, entre guillemets, à faire OnlyFans. Essayer de convaincre une fille. C'est un peu du proxénétisme 2.0 pour certaines personnes. Moi, par exemple, si l'une de mes sœurs était sur OnlyFans, j'aurais un peu les boules. Je te cache pas. Maintenant, une nana qui est sexy, libérée, qui s'assume et qui poste des photos un peu olé olé sur Internet, sur OnlyFans, et qui les monétise et qui gagne sa vie avec ça, s'il y a excusez-moi, hein, mais s'il y a des gogoles qui sont prêts à payer 20 balles par mois pour voir une paire de seins, alors qu'il y a des sites gratuits, il faut qu'elles en profitent. Maintenant, voilà, il y a toujours l'éthique mais on va pas se mentir. Moi-même, j'ai déjà été abonné à des comptes OnlyFans. Ah bon? Je me souviens en dire plus, de s'il te plaît. streameuses. On regardait beaucoup Twitch à l'époque. Il y avait des streameuses, voilà, putain, la OnlyFans, t'es allé t'abonner pour voir. Et d'ailleurs, petite anecdote, tous les ans en fin d'année, moi, je fais un nettoyage de tous les prélèvements automatiques que j'ai. C'est horrible ça, avec ta carte bleue, t'es abonné à des trucs, tu te rappelles même plus. J'étais abonné à un site pour faire des PDF. Et cette année, j'ai économisé, j'ai enlevé quasiment 600 euros par mois de prélèvements automatiques. De prélèvements OnlyFans. Et je me rappelais plus, j'avais 3-4 comptes OnlyFans de personnes, soit que je connais ou autre, peu importe. Mais voilà, après, est-ce que tu serais prêt en tant que mec à te lancer sur OnlyFans? Peut-être, tu pourrais mettre ton lien et faire un petit peu de pub sur ma chaîne pour ton OnlyFans. Alors, OnlyFans, je suis pas persuadé que les gens paieraient pour me voir dans des positions. Pour tout le monde. Mais pour avoir vécu avec quelqu'un qui était dans ce business-là, après on n'accepte pas, ça c'est tout à chacun qui vaut ses limites. Mais c'est un business qui est extrêmement rentable. Après, aujourd'hui, alors, ce qui est un petit peu dérangeant par rapport à ça, c'est qu'on prône la facilité. Même OnlyFans, il faut savoir que vraiment celles qui font de l'argent, c'est moins de 2%. Ouais. Donc un 98 qui ne gagne pas d'argent. Donc ce qui est un peu dérangeant aujourd'hui dans tous ces business un petit peu digitaux, c'est qu'on prône t'inquiète, tu te lances, c'est facile, en 3 mois, tu vas faire 10K. Et ça, c'est valable aussi pour le trading, c'est valable pour OnlyFans, c'est valable pour l'e-commerce. C'est valable pour tout, en fait. Dans la vie, il n'y a pas d'argent facile, quel que soit le domaine, que ce soit OnlyFans, trading ou autre. Et pour faire partie du faible pourcentage des meilleurs, il faut s'impliquer à fond et il faut travailler. Voilà, c'est pas plus compliqué. On parle d'OnlyFans parce que moi, j'ai mon ex qui était dessus. Oula. Attention, je ne partagerai, vous avez bien entendu, les amis. Je ne partagerai pas son lien. Mais ce serait plutôt sympa pour nos viewers si tu pouvais au moins qui se donnent une idée. Non, on va pas rentrer dans ces trucs trop perso, mais c'est vrai qu'on imagine que c'est juste je poste une photo, puis après j'attends, et puis ça prend 2 minutes et je prends 20 000. Mais en fait, il y a de la création qui est tous les jours. C'était vraiment un contenu, c'est du 8 heures par jour à penser à du contenu, à publier, parce qu'il y a la partie OnlyFans qui est la partie, on va dire, un petit peu facile. Il y a toute la partie promo à côté, parce qu'il faut avoir différentes pages Insta, TikTok et tous les réseaux qui existent. C'est comme tout, tu peux avoir un super magasin, s'il est dans le désert et que tu n'as pas de clients, tu ne vendras rien. C'est exactement ça. Excuse-moi de te couper, on va arriver à la fin de ce podcast, ça fait déjà une bonne demi-heure. Ce qui va être drôle avec OnlyFans, c'est que c'est encore nouveau, donc ça fait quelques années à peine. Dans 20 ans ou dans 10 ans, on pourra dire « ma mère est sur OnlyFans ». Et ça, on verra un peu ce que ça provoque dans le monde. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant d'avoir un peu ton avis sur tout. Vous connaissez maintenant un peu mieux TomTom. On mettra son Instagram sous cette description de cette vidéo. J'ai un bel Instagram. Et puis, t'as un bel Instagram. Beaucoup de photos de moi. Magnifique. Et puis voilà, c'était cool. Merci TomTom. Merci à toi en tout cas. Et puis j'espère que tu viendras me voir si je pars en Thaïlande. Ah bah oui, forcément. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. À très bientôt tout le monde. À plus tard.